Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Pour la première fois, je reçois un baobab, très connu en Allemagne, dans les milieux scientifiques et intellectuels africains, mais qui n'est pas connu dans son propre pays. Il s'agit de Bilolo Mbabinga, égyptologue. Bilolo Mbabinga, c'est un professeur d'université. Il a publié beaucoup d'ouvrages, mais tous ses travaux, c'est sur l'égyptologie. Et il travaille beaucoup avec d'autres penseurs africains, égyptologues, pour que l'Afrique renaisse. Il a consacré toute sa vie à cela. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Prof, qu'est-ce qui vous amène ici? Non, nous étions venus pour participer au colloque international sur la reconstitution du patrimoine culturel et la renaissance africaine. Comme ce thème intéresse tous les Africains, tous les pays africains, tous les Africains, même ceux qui sont dans la diaspora, ainsi même que les afro-descendants, comme on les appelle, c'est-à-dire la diaspora africaine en Amérique et dans les Caraïbes, tous ces groupes-là a voulu saluer d'abord le président de la République démocratique du Congo et le président en exercice de l'Union africaine. Nous avons voulu saluer aussi l'initiative de relancer le processus de la Renaissance africaine. Je ne dis pas le processus du débat sur la Renaissance africaine, mais plutôt le processus de la Renaissance africaine. C'était un débat qui jusque-là était dans des milieux scientifiques, mais qui n'était pas encore pris en considération par l'Union africaine en tant qu'institution. On connaît les gens comme les Nkrumah, les Senghor, les Mobutu Sese Seko, etc. Mais même les Nasser, ils agissaient, n'oublions pas celui qu'on venait de tuer, Kadhafi. Bien sûr, Kadhafi avait déjà une dimension institutionnelle, mais les autres, c'était encore au niveau de la réflexion personnelle. Mais cette fois-ci, nous savons que la Renaissance fait partie et fera partie dans l'avenir des préoccupations majeures de l'Union africaine. C'est pour cela que nous étions venus, pour appuyer cette initiative et contribuer aussi au débat sur la restitution des objets d'art et des archives de l'Afrique qui ont été emportés. Prof, vous venez de dire que c'est pour relancer encore la Renaissance, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que la Renaissance ne démarre pas? Ce qui empêche, il y a plusieurs raisons. Vous verrez que la Renaissance n'est pas un thème de l'enseignement, c'est-à-dire tous les systèmes scolaires, c'est un système qui est presque acontextuel, c'est-à-dire le système ne prend pas en considération les desiderata du peuple africain, ne prend pas en considération les desiderata du peuple congolais. Imaginez-vous que vous êtes en guerre quelque part. Alors, vous donnez la formation de vos enfants aux officiers du camp ennemi. Ils vont rire, parce que là, ils n'auront plus besoin de leurs armes, comme ils sont responsables de l'éducation de vos enfants
ils vous formeront des enfants qui vont vous aider à vous détruire vous-même. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avions été préparés pour détruire l'Afrique, pour balkaniser l'Afrique, pour balkaniser le Congo, pour claniser le peuple, les nations. Et nous faisons ce travail très bien, le travail de destruction et d'autodestruction. Moi, je parle parfois du Congocide. Alors, et c'est cela qui fait maintenant problème, qui fait que la Renaissance ne fonctionne pas. On vient de tout part, donc de tous les côtés, on essaye de nous mettre des bâtons dans des roues, parce que ceux qui parlent de la Renaissance sont déjà au-delà du mur. Donc ils sont au-delà, ils voient déjà plus loin, et on ne veut pas que nous puissions nous mettre sur ces murs-là qui sont partout, pour voir plus loin, et c'est effectivement ça même qui a fait que la diaspora est venue. Je parlais avec le professeur Biogo, ou bien il m'a téléphoné pour dire nous étions venus au Congo pour remercier le président de la République pour cette initiative, pour l'appuyer aussi en tant que président, donc en exercice de l'Union africaine. Nous avons fait notre devoir, nous espérons que nous l'avons bien fait et ils attendent les résultats. Prof, vous avez pris parole lors de ces colloques, c'est vous qui avez fait le premier discours, le contenu. Je pense que pour le petit peuple, il n'a pas compris parce que tu as mis la barre très haut. Si tu peux expliquer dans un français facile, comme disent les Quinois. Oui, les gens m'avaient demandé, parce que quand nous parlons de la Renaissance, ou que nous parlons de la restitution de notre patrimoine, qu'est-ce qui fait partie, qu'est-ce que nous appelons notre? Où s'arrête donc l'extension de... Quel est le champ d'extension de ce patrimoine? Qu'est-ce que nous prenons comme point de départ? Ce nous-là, c'est quel nous? C'est le nous de Berlin ou c'est le nous du 7e, 16e siècle? Donc, selon, ou même on peut aller plus loin. Quand tu parles Berlin, c'est la colonisation. La colonisation 1884-1885. Maintenant, 16e siècle, c'est quoi? Au XVIe siècle, donc là on est avant toutes ces constructions, avant Berlin. Mais c'était la période de l'esclavage. Non, ce n'était pas l'esclavage, c'était la déportation forcée. La traite, oui, la traite. C'était une période de négrocide, comme nous appelons, une tentative d'extermination d'une race. C'est normal que parmi les survivants, on prenne quelques-uns pour transporter les butins. Ce n'était pas les butins de guerre, parce que ce n'était pas tout à fait une guerre. Les gens nous ont agressés à l'improviste, et puis ils ont amené sur quelques enfants, des survivants. On brûlait les villages. J'ai envoyé à quelqu'un un jour une carte postale. Il n'y avait, où on tirait sur les gens, il n'y avait aucun survivant. Et ça, ce n'est pas l'esclavage. C'était tentative de génocide. Il y a eu des gens qui ont échappé à ces génocides. Une partie est restée en Afrique. Et nous sommes les survivants. Donc, nous sommes donc la descendance de ces survivants. Une autre partie a été déportée à l'extérieur. Ce ne sont pas des esclaves. On ne vous dit pas que les Juifs sont esclaves parce qu'ils ont été pris par les Allemands pour faire les travaux forcés. Je dis toujours aux Africains, n'utilisez pas des termes qui vous discréditent vous-même. Quand quelqu'un vient kidnapper votre fille ou votre fils, et puis il peut faire de lui ou d'elle ce qu'il veut, mais cela ne veut pas dire
qu'on avait souscrit à ça, et les Européens aiment bien le faire pour dire, on a vendu ceci, tout ça, c'est faux. Alors, le contenu de votre discours. Oui, le contenu de mon discours était de montrer que ce patrimoine, notre patrimoine, englobe aussi le patrimoine de Chikam ou de Boukam, donc de ce que vous appelez de l'Égypte pharaonique. Donc la littérature pharaonique, les monuments pharaoniques, la religion pharaonique, l'art de Chikam, ça fait partie de notre patrimoine. Donc il ne faut pas, dans le contexte de reconstitution ou de restitution, vous limiter au débat avec Tervuren ou Berlin ou qui. Non, non, non. Il faut aussi un acte mental, un acte national et même pédagogique de récupération de richesses culturelles de l'Égypte pharaonique, donc de Chikam antique, que j'appelle aussi Chikam Chikoulou ou Boukam Boukoulou, parce que c'est ça qui nous sert. Ces civilisations de la vallée du Nil nous sert de repère. C'est ce que nous prenons comme point d'appui pour renaître. Nous voulons renaître parce que nous savons ce que nous étions dans l'histoire. Et ce que nous étions dans l'histoire, on peut bien le contempler à travers les monuments pharaoniques. Donc ça c'est le petit résumé. Mais prof, on a senti que le discours que vous tenez, donc l'écologue, ne pouvait pas être accepté par d'autres courants. Parce qu'il faut dire, dans les courants de la Renaissance, tout le monde ne pense pas la même chose. Vous avez par exemple le courant de Thabo-Mbeki, il n'y a pas de la Renaissance, de l'EHPAD, mais il y a d'autres courants. Comment expliquer cette différence alors que tout le monde se bat pour l'Afrique? Oui, il y a des gens qui acceptent les propositions des officiers du camp ennemi. Nous sommes dans un contexte de guerre de civilisation, de clash of civilization. Ah donc vous donnez raison à Huntington, qui parle de choc de civilisation. Oui, je lui donne raison dans ce sens qu'il a articulé ce qui est. Il y a réellement une guerre de civilisation, et j'irai plus loin, il y a une guerre de couleurs, il y a une guerre de race. Donc race ici est prise au sens des couleurs, de pigmentation. Alors, beaucoup de gens ne veulent pas prendre conscience de cela et tentent de jouer pour des privilèges personnels et individuels, de jouer un peu avec, d'amuser un peu les ennemis. Au fond, ce sont les ennemis qui les amusent, parce que les ennemis savent ce qu'ils veulent. Ils ont une définition claire des objectifs à atteindre. Mais les Africains n'ont pas ces objectifs. Vous parlez de guerre de civilisation. Est-ce qu'on peut comprendre votre entendement? Oui, la guerre de civilisation est que chaque peuple, le rouge veut dominer le monde. Alors, donc tu veux dire que les Chinois, en général? Non, non, les rouges ne sont pas les Chinois. Dans l'Égypte antique, il n'y a que deux races humaines et deux couleurs, donc deux pigmentations, le rouge et le noir. Ce que nous appelons Osiris ou Isis ou Horus, donc Nkulu, Nkolo et le rouge. Entre les deux, là, donc, il n'y a pas, le blanc n'est pas une catégorie anthropologique. Il n'y a pas un homme blanc. Votre chemise, là, est blanche, mais il n'y a pas un homme qui est comme ça, sinon on va fuir. Donc,
la couleur de sang. En fait, le mot même Europe signifie sang dans nos langues. Vous pouvez contrôler dans le dictionnaire le mot dominant pour signifier le sang. J'irai même plus loin, pour signifier les sangs sales, les sangs de menstruation. C'est milopa, miropa, iropa, eropa. Ils ont voulu nous donner l'impression que ce mot-là viendrait de leur langue. Ça ne vient pas de leur langue. Ils ne connaissent pas la signification de leur propre nom. Le nom Europe signifie rouge. Et je l'écris à partir de Chichaka, que vous appelez le Chibantou, avec E, avec I, ou avec Mi, Miropa, Biropa. Donc, pour nous, Africains, quand nous disons ça, nous comprenons, ça entre dans notre vision du monde et ça rend compte de notre lecture ou classification anthropologique ou pigmentologique de l'humanité. Oui, revenons un peu, prof, parce que généralement, les gens disent que l'Égypte ancienne avait hébergé des penseurs européens, que ce soit Thalès, que ce soit tous les grands penseurs européens. Oui. Aujourd'hui, on commence à dire que l'Afrique n'a pas de philosophie. Non, ça c'est ce que disent les gens qui n'avaient aucune formation dans l'histoire de la philosophie. Nos professeurs des années 60, parce qu'au fond la philosophie a commencé dans les années 60, si on dit 50, c'est qu'on tient compte aussi de la formation dans des grands séminaires, et là on peut reculer jusqu'au début, donc du moins jusque vers 1925, avec beaucoup de nos premiers prêtres. On leur racontait ces bêtises-là par des professeurs qui n'avaient pas non plus la connaissance de l'histoire de la philosophie. Or, maintenant, lorsque nous regardons, quand on connaît l'histoire de la philosophie, on constate que depuis l'Antiquité, l'Occident, les Grecs rendent hommage à la philosophie de la vallée du Nil. Les Aristote s'inclinent devant la philosophie du Nil. Les Platon s'inclinent devant la philosophie du Nil. Ils sont tous témoins de cette philosophie. Et je suis surpris, effectivement, parce que beaucoup de professeurs de philosophie ne lisent pas les travaux des philosophes. Peut-être qu'ils n'ont jamais lu Timée de Platon. Peut-être qu'ils n'ont jamais lu la métaphysique d'Aristote, ou même les traités donc, de morale d'Aristote. Ils auraient constaté qu'Aristote s'incline et prêche l'antériorité de la philosophie politique de l'Égypte pharaonique. Prof, c'est vrai, on a été dominé par l'Occident. L'Occident nous a imposé ses valeurs, sa philosophie. Ça fait partie de notre histoire, de notre passé, qu'il faut assumer. Maintenant, voyons l'avenir. D'autres civilisations émergent. Vous venez de parler ici des guerres civilisations. Comment l'Afrique peut-elle s'adapter dans ces mutations qui risquent encore, si on ne tire pas d'attention, qu'on paye ce qu'on a payé avec le contact avec le monde occidental, par exemple la traite négrière et la colonisation. L'Occident nous a occupés, c'est vrai, ça relève du passé. Mais l'Occident veut aujourd'hui, donc à chaque minute, à chaque instant, avoir la suprématie sur nous. Nous devons prendre d'abord conscience de cela, que l'Occident, qui est en train de perdre devant l'Asie, veut garder sa suprématie sur l'Afrique.
il nous appartient de faire une option, de prendre une option fondamentale, de dire non, nous voulons que l'Afrique prenne la suprématie sur l'Europe. Prenons l'Europe comme étant un défi. Nous devons le dépasser. Nous devons dépasser l'Europe, faire mieux que l'Europe. Et nous sommes capables de le faire. Nous l'avions fait dans l'Antiquité et nous sommes capables de le faire aujourd'hui. Et pour cela, nos chefs d'État, le président de l'Union en exercice de l'Union africaine et les autres chefs d'État africains doivent prendre conscience qu'ils doivent mobiliser la totalité de la population africaine, qu'ils doivent mobiliser la jeunesse africaine pour ce combat-là. Nous devons dépasser l'Occident, nous devons dépasser la Chine. Dans des années 72, 71, nous étions tous convaincus que nous allions dépasser le Japon, que nous allions dépasser le Canada. J'ai assisté à des foires que le président Mobutu Sese Seko organisait ici, à la foire à Lemba, pour nous donner les dates, les données dans les différents domaines du niveau que le Canada avait dans tel domaine, dans tel domaine. Et nous voulions faire mieux. Nous étions à l'époque fiers de nos pilotes, fiers de nos physiciens comme les Malou et autres. Nous pensions qu'en 80, nous allions sortir. Malheureusement, la zaïrianisation... C'était seulement des discours, des slogans. Il y avait vraiment un dynamisme. Vous voyez les bâtiments comme les CCIZ, ce que vous appelez maintenant l'hôtel du fleuve et autres. La plupart de ces bâtiments que vous voyez là, c'est pendant cette phase-là que ça a été construit. J'ai vu même la fondation de beaucoup de ces bâtiments. Et ce que je ne savais pas, je pensais que la plupart de nos instituts supérieurs, que c'était laissé par des Belges, mais en réalisant, je vis non. C'est à l'indépendance que ces instituts ont été créés. Le Congo avait un idéal. Nous tous, nous étions là pour cet idéal. Il fallait voir notre fierté quand on assistait à l'ouverture de la sidérurgie de Maluku, etc. Malheureusement, on s'est laissé distraire. Donc, le président s'est laissé distraire et puis est entré dans l'embourgeoisement. Et les autres, d'ailleurs, l'année où nous sommes tombés en faillite, je crois que c'était en 1975, si j'ai bonne mémoire, c'est l'année aussi où le Congo était pratiquement le premier importateur de voitures Mercedes. Donc, il y a un rapport entre des limousines et la décadence. Enfin, ça, c'est notre thème. Ce que je voulais dire est que nous devons prendre, nous tous, l'option fondamentale, les enseignants de la maternelle, parce que dans la maternelle qu'on forme les gens. L'idéologie, l'Occident ne vient pas faire des discours idéologiques au niveau de l'université. Parce que l'Occident sait que les enfants sont déjà endoctrinés à la base. Donc cet idéal de dépasser les Noirs ou de se croire être supérieur aux Noirs, ça se donne dans la maternelle et à l'école primaire. Nous devons faire la même chose, redonner à nos enfants, dès le bas âge, la fierté de soi et leur inculquer cet idéal. Maintenant, nous allons dépasser l'Occident et la Chine, et c'est là que nous allons. Oui, prof, c'est bien, vous voulez dépasser l'Occident et la Chine. Comment dépasser ces peuples ou bien ces puissances quand les peuples congolais et les peuples africains ont des imaginaires pollués? Oui, il faudrait écarter tout ce qui pollue l'imaginaire africain. Vous savez, ce matin, j'étais parti me faire coiffer.
un jeune a commencé à me raconter une histoire. Il me dit, professeur, regardez tous ces jeunes-là qui marchent en route, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Nos États ne savent pas quoi faire avec cette force-là. Et au même moment, il a dit, voilà, là où on est en train de construire, ce sont les Chinois qui construisent. Ils sont venus même avec leur main-d'œuvre qui est bien payée pendant que le nôtre vit dans la misère. Ils ont, je ne sais pas, 150 et par après, si quelqu'un est malade, on enlève, si bien qu'il gagne en moyenne 80 $. Moi, je lui dis non. Quand on fait des contrats internationaux, le Parlement doit imposer le salaire minimal. Parce que le prix des budgets, c'est y compris aussi le salaire. Donc, vous ne pouvez pas oublier les salariés ou laisser le peuple dans la misère. Autant ne pas faire ces réalisations que de les faire avec les étrangers, avec la main-d'œuvre étrangère. Nous ne sommes pas là pour rendre la vie agréable aux autres pendant que notre peuple reste donc dans la misère. Donc, je disais, nous devons tous vraiment faire un sursaut patriotique, un sursaut panafricain, un sursaut hindou ici au sens de Mohindo. Donc l'homme noir doit faire ce sursaut, prendre conscience de soi, et pour cela, il doit manifester cela. Il ne suffit pas de le dire. Nous devons rendre notre peuple fier de l'Afrique. Nous devons rendre les Congolais fiers du Congo. Et pour cela, nous devons les aider, que nous tous ensemble, nous puissions construire le Congo. Pas que les Chinois viennent construire pour nous, pas que les Français ou les Allemands viennent construire pour nous. Nous devons vraiment, comme les Allemands le disent, vous savez, les Allemands chantent Deutschland über alles. L'Allemagne au-dessus de tout. Donc quand vous avez affaire à un Allemand et que vous signez n'importe quoi, sachez bien qu'il est en train de répéter son hymne national en tête, l'Allemagne au-dessus de tout. Deutschland über alles. Dans le monde entier, ils ajoutent auf der ganzen Welt. Dans le monde entier, l'Allemagne d'abord. Dans le monde entier, au sein de ce qui existe et de ce qui n'existe pas, le Congo d'abord, l'Afrique d'abord, l'homme noir d'abord. C'est ça, les valeurs qu'il faut transmettre aux enfants, qu'il faut transmettre à notre armée, qu'il faut transmettre à notre police et à nos administratifs, parce que nous avons un problème au niveau de l'administration, de gens tellement irresponsables, où l'on s'est dit, mais vous travaillez contre les institutions pour lesquelles vous aviez été créés. Nous voulons avoir les meilleurs médecins et la meilleure médecine, les meilleures écoles, et pour cela, on doit investir. C'est pour cela qu'on a des administratifs. Mais si on a les administratifs et les parlementaires qui ne s'occupent pas de salaire de gens ou comment on appelle, les minimums vitaux, les Européens distribuent depuis 3 ans l'argent à tout le monde. Ils ne travaillent pas, ils sont dans les confinements. Ils viennent d'entrer encore dans l'autre confinement. Mais on fait sortir l'argent pour nourrir le peuple. Ce n'est pas l'argent que le peuple travaille. Ils disent, nos restaurants ne doivent pas tomber en faillite. L'État s'engage. L'argent ne joue aucun rôle. Nos industries ne doivent pas tomber en faillite. L'argent ne joue aucun rôle. Pourquoi en Afrique, on ne sent pas cette volonté que vraiment le Congo ne peut pas tomber en faillite, les écoles, les hôpitaux du Congo ne peuvent pas tomber en faillite, l'argent ne joue aucun rôle. Pour cela, nous allons mettre notre diamant, notre coltan, notre or, et cet or-là n'est pas là pour les étrangers. Et professeur, il y a
sous la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, il a fait un choix. Le titre ou bien le thème, l'Union africaine au service des peuples africains. Est-ce qu'on peut avoir votre propre interprétation? Oui, l'Union africaine au service des peuples africains, c'est en fait sauver l'Union africaine du changement de nom que l'élite panafricaniste propose. Nous proposons la création des États-Unis d'Afrique, la création des ligues des États nègres ou des États noirs, des États moïndo, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez. Donc, nous devons réunir le peuple et non les chefs d'État. Et cela vaut aussi pour les Congos. Vous savez, en réalité, le Congo n'est pas encore constitué. Pour constituer le Congo, les Lukengo à Bakuba, les Mwatayavu à Benelunda, les Kalamba, les chefs Bateke, les chefs Lega, et ainsi de suite, doivent se réunir et faire le pacte de l'unité et de non-agression. Ce sont les Bakalenga Balunda, beaucoup de gens ne le savent pas, ils ont mené toujours des combats ensemble. Ce pays est un tout, ce n'est pas une création belge. Alors, nous devons en tant que nation opter pour vivre ensemble. Cette constitution nationale au sens pratiquement littéral, donc deux nations qui constituent le Congo, de nos chefs, ils doivent s'unir autour des chefs politiques pour constituer la nation. Croire que les politiciens, parce que les Belges ont déclaré, qui est le Belge qui a déclaré? Quand on dit que la Belgique était une colonie, quand on voyait les textes, c'était un rien là qui dit « Ah, vous les administrateurs et autres qui travaillaient au Congo, sachez maintenant que le Congo est... non, vous devez maintenant ouvrir. C'est moi, je regarde le texte ici. Ça n'a aucune valeur juridique. Ça n'a aucune valeur juridique, mais nous acceptons le fait. Non, ce sont des blagues. Il nous appartient vraiment de reconstituer le Congo. C'est un projet que nous avions depuis la conférence nationale. On en parlait avec les Mandungu Boulagnati, les Ngunz, Karl Bond et autres, même s'ils ont fait le contraire après. Nous devons vraiment réconcilier nos peuples en tant que peuple. Nous devons avoir ici, à Kinshasa ou ailleurs, moi je préfère d'ailleurs ailleurs, la rencontre de nos chefs et de nos peuples, une grande fête des nations, et là nous allons danser au feu de la République. Je ne crois pas que par les actes politiques qui imitent, où l'on copie ce que les Européens font, ça c'est de la comédie. Nous n'allons pas unir nos peuples. En tout cas, prof, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous espérons qu'on vous a très bien suivi. C'est pour la toute première fois que depuis que vous vivez en Allemagne, que vous êtes passé à la télévision nationale pour donner votre point de vue sur l'avenir du Congo et de l'Afrique. Une fois de plus, mesdames et messieurs, nous pensons que vous avez très bien suivi, retenu ce que les profs viennent donner comme information. Bonsoir et à la prochaine.